On va continuer avec toi, Nico, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Alors, donc Basta nous indique, je cite, les expulsions accélérées, peine de prison. La loi Elan sur le logement s'apprête à criminaliser les plus précaires. On va parler sur l'aménagement du numérique doit être définitivement adopté par le Parlement en septembre. Donc c'était en septembre dernier. En l'état, après son durcissement par le Sénat, cette loi va conduire à privatiser des dizaines de milliers de logements sociaux chaque année et à réduire le nombre de logements accessibles aux personnes handicapées. Elle va aussi criminaliser les occupants sans titre. Attention, locataires, je cite, locataires non déclarés, victimes de marchands de sommeil ou squatteurs, tout en accélérant les expulsions et la destruction des habitats autoconstruits. Les défenseurs du droit au logement dénoncent une loi anti-pauvres. Je continue parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important. Le Sénat, qui compte une large majorité de droite, a entre autres voté une mesure criminalisant les occupants sans titre. L'occupation sans titre de local à usage d'habitation sera désormais passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je cite toujours, aujourd'hui, seule l'entrée par effraction dans le domicile d'autrui est ainsi pénalisée, explique Jean-Baptiste Ayrault, porte-parole du droit au logement. Cette peine d'1 an d'emprisonnement pourra également viser les occupants de logements vacants ou même les locataires au noir qui ne squattent pas le domicile de quelqu'un mais habitent dans un logement sans contrat. Les sénateurs veulent une loi anti-squat depuis des années déjà, quitte à faire la confusion entre domicile d'autrui et logement vacant. Ça commence à devenir problématique. Oui, alors en plus, on va retrouver quelques-uns de ces éléments dans le projet de loi de finances 2019, ce que je vais mettre justement dans le chat. C'est très intéressant. Alors autant effectivement, il y a des gros budgets qui vont être votés en tout cas pour la loi de finances 2019 concernant l'augmentation des logements sociaux. Donc ça fait totalement lien. Donc bon, ça reste assez incroyable. À côté de ça, mais je sais plus, c'est plusieurs milliards. Là, je vous mets le lien. Je suis en train d'étudier justement le projet de loi de finances. Je te proposerai justement de faire une grosse parenthèse, je sais pas, semaine prochaine peut-être sur le sujet. À côté de ça, ils augmentent également le nombre de places, le nombre de logements pénitentiaires, de 7 000 places supplémentaires. Bon, on va rentrer de plus en plus dans des sujets répressifs. On va pas punir les propriétaires. Euh, on va punir les gens qui sont tout en bas de l'échelle, qui ont du mal à se loger. Il y a quelque chose qui est sorti là dernièrement sur la ville de Saint-Ouen, pareil, qui va punir les personnes qui vont aider les SDF dans la rue. Voilà. Donc on est vraiment dans une stigmatisation de la pauvreté. Donc le plan pauvreté, je suis en train d'éplucher ça avec grand intérêt, mais le plan pauvreté, si c'est faire disparaître la pauvreté par les condamnations de ceux qui aident la pauvreté et en les parquant justement que ce soit les SDF ou les gens qui n'ont pas la capacité d'avoir un bail à leur nom dans les prisons, ce qui justifie également peut-être de construire également des nouvelles prisons. Ouais, voilà où on en est, c'est un petit peu alarmant, c'est même très alarmant. Oui, je précise, je continue donc à citer. Ces occupants sans titre, ce sont en général des
qui sont dans des situations dramatiques, souligne aussi Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. L'article 58 permet aussi d'expulser ces occupants sans titre, même pendant la trêve hivernale. Le Sénat a aussi voté la réduction des délais de procédure d'expulsion en les divisant par deux, de 2 à 1 mois. Donc on se retrouve actuellement avec les consommateurs de stupéfiants et leurs familles pourront être expulsés. Ça veut dire que, comme des mesures concernent aussi la détention de stupéfiants, les simples consommateurs pourraient être visés. Près de la moitié des adultes de 18 à 64 ans en France qui ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie sont potentiellement concernés s'ils sont locataires. Résiliation du bail locatif lorsque des habitants ont été condamnés pour usage ou trafic de stupéfiants. Et c'est également, il suffit qu'un des membres d'une famille soit condamné pour que toute la famille se voit obligée de quitter son logement. Et les maisons autoconstruites de Guyane et de Mayotte pourront être détruites sur ordre du préfet. Vous voyez que ça commence à... Et un nouveau bail ultra précaire pour les jeunes travailleurs est en train de trouver... et le début de la fin de l'encadrement des loyers, ça veut dire qu'il risque d'y avoir une flambée. Ouais. C'est... Ouais, bah écoute, je pense qu'il y a quand même un... Ils ont un réel projet derrière les logements sociaux, parce que pour attaquer le sujet de cette façon-là, ouais, bah, c'est pareil, ça se commande pas. Par contre, c'est bien d'être soulevé comme sujet. Mais bon, évidemment, c'est pas juste. Ce Pas n'est grand-chose pas à dire, juste. non, mais il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois, là-dessus, Manu. Typiquement, Ah ben oui. en tant qu'être humain, tu es face à ça. Alors, consommateur de cannabis, eh ben, évitez de vous faire choper, hein, à la limite. Et puis, bon, bah, en tout cas, pour le reste, c'est plus dommage pour les gens qui n'ont pas la capacité de régulariser leur situation de bailleurs, parce que certains sont obligés de sous-louer. C'est pas les marchands de sommeil qui vont être punis, ça va être ces locataires qui n'ont pas la capacité à pouvoir avoir la possibilité, parce qu'aujourd'hui on va d'autant plus durcir l'acceptation en tout cas de ces, enfin les logeurs, pardon, vont durcir les règles d'acceptation. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est inhumain tout ça. On est dans une société qui se déshumanise, qui se durcit, qui se totalitarise. Voilà. Nous avons donc le boulevard Voltaire qui dénonce il est temps de juger les juges. Le magistrat, je cite, ne sera jamais responsable que vis-à-vis de sa hiérarchie, alors que s'il place en détention provisoire de manière abusive un innocent, c'est, le cas échéant, l'agent judiciaire de l'État qui paiera avec les deniers publics, c'est-à-dire avec votre argent. C'est la raison pour laquelle il conviendrait à créer une commission tripartite pour juger les juges pour les faits les plus graves, commission qui serait composée d'avocats, de juges et de citoyens, à l'image des jurés pour exercer un véritable contre-pouvoir et éviter cet incroyable corporatisme et ce sentiment d'impunité qui place les juges au-dessus des lois. Fin de citation. Bah déjà, où en fait, on a rattaché la justice définitivement au garde des Sceaux avec la capacité de choisir les procureurs ou autres. Bon, juger les juges, je pense que là, il aurait peut-être fallu interroger Étienne Chouard sur le sujet. Ça voudrait dire déjà de mettre en place un autre système politique, de réécrire la Constitution qui a perdu en tout cas de sa teneur avec, je ne sais plus, c'était un décret qui a été mis en place en 2016 avec,
avec la séparation des pouvoirs. Il n'y a plus de séparation des trois pouvoirs. Donc à partir de ce moment-là, oui, cet article est juste, mais c'est irréalisable, ces choses-là. Juger un juge aujourd'hui voudrait dire que déjà, en fait, on a remis en place une société cohérente avec une séparation des pouvoirs. Tout à fait. Et là, on arrive effectivement, tu viens de lancer la perche, Boulevard Voltaire qui dénonce, je cite, Emmanuel Macron et Édouard Philippe soumettent la magistrature à une inquisition politique. Quel culot et quel scandale! C'est-à-dire, ce qui fait peu de bruit est que le Premier ministre ait fait passer une sorte d'examen oral aux 3 magistrats évincés par la suite, au nom de quoi et sur quelle base, puisque l'appréciation des critères techniques et professionnels ne relevait pas de sa compétence. On se demande bien ce qu'Édouard Philippe allait chercher dans ces colloques singuliers et où on ne le devine que trop bien. Nous avons donc la magistrature est faible dans sa vie interne, mais trop susceptible et arrogante dans l'espace public, et elle ne constitue pas un véritable contrepoids à la domination sans mauvaise conscience d'un président qui n'a peur de rien et défriche tout pour son propre compte. Fin de citation. Bah, on a très bien compris qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est le rapprochement des pouvoirs, quel qu'il soit. Je pense que la prochaine chose sur laquelle il va s'attaquer, ça va être le Sénat. On va espérer que de ce côté-là, il va y avoir une position très forte. Mais oui, ouais, c'est ça, c'est le 5 décembre 2016. C'est la publication du décret qui rattache effectivement la justice. Quand on voit que... Est-ce que tu m'entends, Manu? Parce que je crois que j'ai un problème de réseau là. Parfaitement. Ah ok, d'accord. On voit qu'on a rattaché la justice à l'exécutif. Donc on va gronder des juges. Bon... Mais tout ça a été préparé en amont, déjà sous la présidence de François Hollande. Donc les choses se mettaient en place et j'invite à consulter le décret de décembre 2016 qui a été appliqué en 2017, au 1er janvier donc, 2017, où il y a ce rapprochement définitif de notre justice à l'exécutif. Donc à partir de ce moment-là, le chef de notre justice, c'est bien le ministre de la Justice. On est bien d'accord. Là, on va passer sur un autre domaine. On va comprendre la guerre des graines avec Monsieur Mondialisation. C'est un ouvrage de semences, les semences en question. De la terre à l'assiette, c'est publié par les ateliers d'Argol. Il y a un rare témoignage de la lutte idéologique qui traverse les agricultures contemporaines. Les 40 interviews menées par Catherine Floïc auprès de représentants du monde agricole et de tous les horizons, de Cocopelli à Bayer-Monsanto, en passant par bon nombre de scientifiques, explorent de manière subtile les avenirs de notre alimentation. C'est quelque chose que vous pouvez découvrir comment cette guerre se passe, parce que c'est notre alimentation qui est en jeu. Je te laisse commenter à ce niveau-là. Alors j'ai pas entendu la fin, je n'avais plus de réseau. Je disais donc c'est une guerre des graines c'est la guerre de notre alimentation qui est en jeu. Ah bah, en fait, il y a encore jusqu'à très peu de temps, nos agriculteurs n'avaient pas le droit de créer leurs propres semences et avec une quasi-obligation de se fournir en graines. La plupart du temps, on parle de Monsanto, mais de quelques-uns qui détiennent en tout cas le marché.
On voit le même sujet avec quand on met en place une politique agricole commune, qu'on dit à nos agriculteurs de mettre ce qu'il faut mettre dans la terre pour que ces graines poussent. Ceux qui fabriquent les graines, c'est ceux qui fabriquent les engrais. On a eu le sujet du glyphosate il y a peu de temps. Certaines graines ne vont pas pousser si tu ne mets pas l'engrais qui a été fabriqué avec. Des graines résistantes à l'aluminium, il faudrait expliquer aux Français pourquoi. D'un sens, on accepte que l'aluminium est un alliage qui ne pousse pas tout seul dans la terre. Pourquoi a-t-on des graines qui résistent à l'aluminium? Il y a quelque chose qui est beaucoup plus protégé de Fort Knox, c'est un coffre-fort, alors je sais plus, je crois que c'est au Groenland, quelque chose comme ça, qui détient toutes les espèces, toutes les graines qui existent sur la Terre. Tout, on voit que Monsanto lui a été racheté, je sais plus, c'est par le groupe Bayer, au niveau groupe pharmaceutique. C'est en Norvège, C'est en effectivement. Norvège. Ouais. C'est en Norvège, effectivement, qu'il y a ce conservatoire de graines mondial. Non, c'est malheureux parce que ça enlève tout l'intérêt de l'agriculture. Aujourd'hui, beaucoup se battent sur des sujets de permaculture, par exemple, tout en expliquant que ça pourrait amener un assainissement à un moment de nos sols et que ça aurait la capacité de nourrir tous les gens qui sont sur cette planète avec différents types de cultures, pas avec la culture qu'on a aujourd'hui. Le sujet Tout des à fait. semences, c'est quand même quelque chose de problématique, en tout cas pour l'avenir et de l'agriculture et des possibles famines qui pourraient en découler. Sachant que les semences qui sont, on va dire entre guillemets traficotées, on va être gentil, demandent énormément d'eau et sont beaucoup plus fragiles. Ouais. Là, nous allons attaquer un autre sujet avec Basta, dont c'est un grand projet de réservoir d'eau qui sert les intérêts de l'agriculture intensive au mépris de l'avenir des rivières et donc, par cela même, d'un équilibre. Et donc, nous avons continué d'irriguer leur culture de maïs très gourmande en eau. Ça suit le précédent sujet. Des exploitants agricoles installés dans la Vienne envisagent la construction de 41 réservoirs d'eau d'ici 2022. Ces retenues qui ne profiteraient qu'à une poignée d'agriculteurs équivaudraient à 7,5 fois le projet du barrage de Sivens. L'objectif, pomper de l'eau dans les rivières et les nappes phréatiques durant l'hiver, puis la stocker en vue de limiter le pompage en été, un moyen, selon les opposants, de contourner les restrictions d'arrosage en période estivale et de faire perdurer un modèle d'agriculture intensive. Donc des services de l'État font cependant pression en faveur de ces projets. Ouais, alors là, pareil, il y a plein d'infos dans ce que tu as dit. Tu as parlé de maïs. Donc, pour moi, ça fait aussi beaucoup référence à la production céréalière qui est destinée aussi aux animaux, hein, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on fait manger des graines à des herbivores. Donc, c'est pareil. En fait, c'est comme un cercle vicieux dans lequel on ne sortira jamais. Tant qu'on fera manger des graines à des vaches et pas de l'herbe, on aura parce que ce sont les cultures qui ont besoin le plus d'eau. Donc on est dans une culture céréalière parce qu'on parle d'agriculture, mais il faut quand même préciser de quelle agriculture on parle. Et j'ai plus l'impression que le vrai problème, c'est celle qui est céréalière. On ne parle pas des salades. Les tomates qui poussent quasiment même plus dans la terre, mais sur des systèmes quasi d'hydroponie ou sous serre. Le problème, c'est tout un sujet qui est d'agroalimentaire. On doit se nourrir de viande, dit-on. Donc un kilo de viande, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 1000 litres d'eau. Mais 1000 litres d'eau, pourquoi? Parce qu'on a dit aux vaches, tu vas manger des graines maintenant et tu n'es plus herbivore. Pour faire pousser effectivement le maïs, le blé ou quelles que soient les céréales, ça demande énormément d'eau.
Ah, c'est ce cercle dans lequel on est. Donc il y a un moment, il y a des solutions pour contourner tout ça. Et puis arrêtons de faire manger des graines à nos gentilles vaches, quoi. On va passer aux forêts. Les agents de l'ONF lancent un mouvement contre la marchandisation française. La Vous voyez que marchandisation de, pardon. marchandisation des forêts françaises. Ouais. Donc vous voyez qu'on a vraiment le problème est partout. De plus en plus soumises aux lois du marché, les forêts publiques françaises vont être abîmées dans l'indifférence générale. Gardes forestiers, salariés et syndicalistes de l'historique Office national des forêts, ONF, ne s'y résignent pas face à la menace de surexploitation qui pèse sur ce bien commun, face à la mutation de leur métier qui leur impose d'être financièrement rentables plutôt que de préserver les écosystèmes. Face au profond malaise social qui les ronge, les forestiers organisent à partir du 17 septembre une grande marche pour la forêt. Et voici les raisons de leur révolte. Il y a un tournant libéral qui a eu lieu dans les années 2000. Ils se sont retrouvés à s'occuper d'une forêt comme un conseiller bancaire gère des portefeuilles. Ils se retrouvent, ils ont perdu ce qui faisait leur fierté, le regard global sur la forêt. Ils se retrouvent vers une surexploitation des forêts publiques. Ils dénoncent la mise en cause d'un management brutal. Ils sont vraiment dans un dialogue de sourds avec leur direction. C'est un management par la terreur, relate certaines personnes concernées. Et on arrive à un point où il y a une association SOS Forêt qui s'est justement créée il y a 5 ans pour rassembler citoyens, associations environnementales et professionnels du bois, afin que il y a quelque chose d'inédit qui s'invente ici. Je cite, une forme d'écologie sociale qui relie les luttes syndicales aux questions environnementales, qui pose la question de l'emploi autant que celle de la préservation des écosystèmes. Les forêts, ce sont les luttes de demain. Et voilà, je voulais voir ce que tu pensais. Enfin, c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, ils n'en parlent jamais. Moi, je vais être très dur, moi, je vais être radical hein, là-dessus. Ouais, bon, alors là, c'est pour ceux qui font le business du bois pour le chauffage ou pour des meubles, je sais pas, mais en tout cas, sans pitié aucune, il y a quoi derrière ça, en fait? Et ouais, Tu vois, enfin, c'est ça. pour moi, il y a un faux problème. Je veux dire, il faudrait voir qui est derrière SOS Forêt, qui est derrière ce mouvement en réalité. Moi, perso, je détiens pas de forêt. J'aime me promener dans la forêt. J'ai pas encore la chance de pouvoir chauffer mon habitation avec du chanvre qui pousserait en 6 mois et qui se régénérerait en autant de temps. On est obligé de tuer des arbres ou couper des arbres, tu vois, qui vont mettre je ne sais combien de dizaines d'années ou combien de décennies à pousser pour finir par les abattre. Si c'est ça le sujet forestier, voilà, il faudrait peut-être repenser différemment l'exploitation des forêts, parce que déjà rien que derrière le mot exploitation des forêts, il y a quand même exploitation. Pour moi, on est dans un faux problème. Là, il serait peut-être bien de se réorienter, de repenser en tout cas l'utilisation ou la préservation de nos forêts différemment que par son exploitation. Ouais. Là, je t'ai dit, j'allais être radical hein, sur... Oui, non, mais pas de souci. La boulevard Voltaire qui nous parle de la PMA et de l'escroquerie à l'assurance. Le bureau politique de la République en marche, le 23 juillet dernier, indique qu'il est favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, aux femmes célibataires et en couple, Ah bah tiens. et à son remboursement. Et donc, Madame Marlène Chapia,
je cite, confirmait le mercredi 29 août sur France Inter qu'à titre personnel, elle est favorable à la PMA et à son remboursement. Du point de vue de la gouvernance, il est toujours surprenant que dans un pays où les assurances sur la santé relèvent théoriquement du paritarisme, appelons cela une cogestion des syndicats d'employeurs et d'employés, ou du secteur privé, des assurances complémentaires santé, l'État puisse apparaître comme celui qui décide de ce qui est ou n'est pas remboursable par une telle assurance. Et outre qu'elle est intrinsèquement immorale parce qu'elle prive délibérément l'enfant à naître de père, une PMA qui serait remboursée par les assurances sociales serait un dévoiement du mécanisme d'assurance sociale qui frôle l'escroquerie. En tout cas, c'est ce qui est fin de citation par rapport donc à Boulevard Voltaire qui dénonce, d'après lui, une dérive, d'après eux. Oui, bah on va juste vers une privatisation à un moment de notre assurance, notre protection sociale. Ce que Marlène Schiappa a dit, on s'en fout. Ce qu'elle dit personnellement, on s'en fout. Qu'elle continue à écrire ses livres pornographiques et puis son avis, à la limite, peut rester dans les tiroirs. Le sujet de l'assurance sociale est bien plus vaste. C'est que l'industrie du tabac qui est censée reverser X milliards d'euros pour sa part à l'assurance sociale, tout ce qui doit arriver à l'assurance sociale par le biais des institutions ou des entreprises n'arrive pas. Ça représente un total de 20 milliards d'euros. C'est grosso modo la dette de la sécurité sociale. Le sujet de la PMA, c'est un sujet qui était déjà abordé au moment du mariage pour tous. C'est pour ça que quand tu avais plus d'1 million de personnes dans les rues à Paris, c'était pour dénoncer cette anticipation de sujet qui était le sujet de la PMA. Donc voilà, je pense pas plus que ça à ce sujet-là, mais bon, oui, bien sûr que c'est pas normal. Oui. Donc là maintenant, on va attaquer quelque chose d'un peu triste, mais qui est... J'ai rien vu de joyeux jusque-là, Manu, donc... Oui, non, mais je suis d'accord, mais alors là, c'est carrément catastrophique. Je suis désolée. L'euthanasie, bah écoute, en fait, on va quoi? On va légaliser l'euthanasie en Belgique? Elle est déjà légalisée. Mazette, on y arrive. ok. Alors, je vais revenir, voilà. Nous arrivons donc à l'euthanasie en Belgique. Depuis 16 ans, on élimine à la pelle. Dénonce le boulevard Voltaire et je cite. Il y a la loi du 28 mai 2002 a permis aux médecins belges mettant intentionnellement fin à la vie d'une personne à sa demande de se voir exonérés de toute poursuite pénale. À l'époque, il ne s'agissait pas vraiment de reconnaître un droit du patient à se voir euthanasié, juste de protéger les médecins. Et en 2002, 259 personnes avaient vu leur fin de vie abrégée à leur demande. 16 ans après, c'est plus de 2000 cas officiels d'euthanasie légale. 6 Belges sont euthanasiés tous les jours. Alors, plus grave, selon un rapport de l'Observatoire français de la fin de vie, il arrive que des patients soient euthanasiés à leur insu, jusqu'à 1,8% des décès. De quoi nourrir les inquiétudes de ceux qui pensent à raison que la société belge se dirige vers une optique utilitaire d'éradication des mal portants, en occultant les souffrances des familles, des médecins et le rôle des soignants. Alors je vais plus loin. Alors là, attends, je vais me permettre. Oui. Les Belges ont trouvé une autre solution pour leur problème de dette de sécurité sociale. Ils vont pas soigner, ils butent. Terrible. Terrible. On a vu un détenu malade condamné à une lourde peine de prison être euthanasié à sa demande. Une victime d'abus sexuels et souffrant d'anorexie a été autorisée à mourir à 44 ans.
tout comme quelqu'un qui ne supportait plus l'échec de son opération de changement de sexe. Et idem pour une jeune femme de 38 ans, euthanasiée après une rupture amoureuse. Est-ce qu'en Belgique, la possibilité de vente d'organes existe déjà ou Alors, je continue. S'ajoute à cela, depuis 2014, l'autorisation d'euthanasie a été étendue, écoute bien, aux mineurs, je cite, qui font la demande sans limite d'âge à condition qu'ils aient, entre guillemets, la capacité de discernement. Des pédiatres ont eu beau protester, 2 enfants ont eu leur vie abrégée à leur demande. Les tenants du droit à mourir ne veulent pas en rester là. Plus d'une vingtaine de propositions de loi ont été déposées depuis 2002. Pour simplifier les processus, il est question de supprimer l'objection de conscience du personnel soignant pour les obliger à pratiquer l'euthanasie malgré eux, et le concept de l'euthanasie altruiste fait également son chemin en Belgique depuis 2005. Les organes d'une quarantaine de personnes euthanasiées ont été prélevés. Eh bah tiens. Bah écoute, ouais, tu vois, j'avais anticipé en fait le sujet. T'as C'est que anticipé, bah oui. derrière le sujet d'euthanasie, il y a plusieurs sujets. Il y a un règlement du problème de problème de retraite, un règlement. On va pas ressortir les sujets les mots d'Attali qu'il a dit il y a quelque temps sur l'euthanasie normale, en tout cas pour tous les impotents entre guillemets, comme il laissait entendre à partir de 65 ans. Mais bon, on comprend comment ils veulent régler le problème des retraites, le mettre en place. Ce qu'Attali parlait également, c'était le business de la chair humaine, on va dire, le business des organes. Là, bah, tu vois, en fait, quand j'anticipe le sujet, c'est à me dire, bon, jusque-là, à autoriser l'euthanasie sur des enfants, c'est avoir accès aussi à leur corps. Euthanasier des gens qui n'en ont pas fait la demande, c'est peut-être qu'ils avaient besoin du poumon gauche ou du rein droit. Voilà, en fait, c'est affligeant, en fait. C'est affligeant. Ça, par contre, tu vois, c'est vraiment un point qu'il faudrait qu'on mette en avant à un moment de manière un peu plus éclairée. Même, tu vois, typiquement, cette dernière actu, c'est quelque chose sur lequel devrait exister une conférence totale et qui devrait être diffusée sur YouTube. Parce que je pense que les Français n'ont même pas idée qu'à une frontière de chez nous, on euthanasie. Évidemment, ça va arriver chez nous incessamment sous peu, avant la fin du quinquennat de notre cher président. Et donc aussi, j'imagine que pour faciliter ça, ils vont privatiser le secteur de la santé publique, comme c'est prévu dans tous les pays d'Europe. Mais oui, c'est affligeant. Là, je tombe un peu... On tombe des nues, ouais, de ma chaise. Ouais. Euthanasie en Belgique, ils sont donc nombreux à ne plus en vouloir. Bah oui. Et maintenant, on a qui arrive l'interruption volontaire de vieillesse. Bah voilà. On est dans la droite ligne. C'est normal. C'est normal. Tu sais, on est dans l'ère. Voilà, on est dans cette ère-là. Attali en parlait très bien. On l'estime comme un essayiste. Est-ce qu'il n'est pas visionnaire aussi, tu vois, est-ce que ça fait pas cette partie manière d'un grand projet? Parce qu'aujourd'hui, tu te dis pourquoi en fait les choses qui ont été annoncées, même il y a 10 ans, on se les applique aujourd'hui. Non, c'est affligeant, c'est ouf. Cette manière de raisonner est porteuse de dangers d'extrêmement graves pour notre société. Celle-ci est fondée sur le principe du respect de la personne humaine, quelle qu'elle soit, et l'interdit du meurtre qui constitue un pilier, si ce n'est le pilier essentiel de notre civilisation et d'autres dans le monde. Un interdit qui procède très simplement de la crainte révérentielle de l'homme face au mystère de la vie. Ce que demandent ces gens, c'est la destruction de ce pilier au nom de considérations pseudo-humanitaires, mettre fin à la souffrance. Ils n'hésitent pas à proclamer que la dignité de l'homme, le respect de la vie, le respect de la personne humaine dans son essence même sont des notions relatives,
directement et étroitement dépendante de l'idée qu'on se fait de soi-même ou de l'autre. À ce compte-là, il n'existe plus aucune barrière morale. L'exemple des pays totalitaires au premier rang, desquels l'Allemagne nazie, devrait servir de garde-fou. Rien n'y fait. On reste sans voix devant une telle folie. On voit en fait l'impact de l'utilisation de la novlangue jusque dans les textes de loi. Voilà, on est dans une Europe nazie. On est dans une Europe nazie. Voilà. Voilà. Bienvenue, welcome. Ça se confirme, on légifère là-dessus. On va légiférer de cette façon-là sur tout un continent qui contient 28 pays, avec dans ces 28 pays des bases de l'OTAN. Donc si on refait un petit retour arrière, dans ces 28 pays des bases de l'OTAN, dans ces 28 pays légiférer, ou même si on ne légifère pas, la possibilité de tuer des gens qui rentrent à l'hôpital. 28 pays qui vont poursuivre les SDF ou les mal logés. Voilà. On est dans cette évidence-là, et il y a un moment, il va falloir effectivement réagir. Réagir. Voilà. Nous allons parler maintenant de l'éducation. J'ose bientôt plus dire les sujets. Il te reste quoi comme sujet, là, Manu? Il me reste à peu près une dizaine de sujets. Ok, d'accord. Hein. On va les traiter peut-être de façon plus globale. Ouais, traite de manière globale, parce qu'en fait, pour le moment, à mon sens, ça reste quand même des sujets qui sont pas vraiment il n'y a aucune contradiction, si tu veux, dans les sujets que tu abordes, à part dire que c'est pas bien. Là, il y a des choses qui vont laisser sans voix, et que je me vois mal, en tout cas, de les commenter au-delà de la lecture que tu en fais. Mmh. Mais Alors, oui, c'est affligeant. Ouais. c'est toujours le boulevard Voltaire qui donne ces accords du participe passé que j'ai tant aimés et qui pourraient disparaître. On retrouve devant les tribunes publiées de Libération, 2 anciens professeurs de français plaident pour une révision de l'accord du participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir jugé absurde, complexe, suranné, car découlant de la pratique des moines copistes du Moyen Âge. Invariablement le remplacement de l'excellence par le nivellement généralisé par le bas, l'effacement de la responsabilité individuelle au profit de l'asservissement à la facilité et à la disparition progressive de l'exigence éducative au bénéfice de l'enfant roi, futur adolescent dont le langage se réduira au dialogue traduit des séries télévisées, sont autant de prodromes annonçant tantôt le déclin d'une civilisation, tantôt l'effacement d'une entité. On se retrouve effectivement à un nivellement par le bas. La langue forme l'esprit et la pensée, structure les idées, permet par essence à chacun de communiquer avec son voisin. Choisissons donc pour elle la voie de l'élitisme, sans quoi nous perdrons un peu plus de nos facultés collectives à réfléchir, émettre des opinions et former des individus capables de briller et de porter haut le génie. C'est son ambition pour notre langue. Nous n'en aurons plus pour nous-mêmes et partant de là pour ce qui nous dépasse, c'est-à-dire l'essentiel, notre identité. Ça rejoint un petit peu le sujet que tu avais eu tout à l'heure sur le français, l'anglais, toutes ces langues Tout qu'on à met fait. en contradiction avec le français. Tu sais, quand dans une école, on va te demander de lire Harry Potter plutôt que Molière comme premier bouquin, euh, des utilisations de langue, alors une langue continue à vivre si on la transforme. Bon, je pense que là, on va la tuer, on va continuer à la tuer. Le but, je sais pas quel est le but derrière ça. Je sais pas.
Là, C'est baisser le niveau. ouais, c'est baisser le niveau. En fait, je vais avoir l'impression de me redire. Hein, c'est tuer la Mhm, culture tout à fait. par l'éducation, même par l'instruction de notre langue. Hein, c'est tout. Mhm. Je vous laisserai lire un article intitulé «Nous avons retiré nos 3 enfants de l'école publique. À présent, c'est l'école à la maison». Donc, je vous laisserai lire ça parce que c'est plein de choses également. Il y a des pistes. Alors, une petite chose également à lire qui est assez intéressante. Agoravox nous dit, donc je cite, des cours de grammaire et d'orthographe pour les étudiants de Paris-Nanterre. Ça, faut quand même l'entendre, enfin le lire, pardon. L'université Paris-Nanterre va mettre en place des cours de remise à niveau pour les étudiants qui ne maîtriseraient pas totalement les règles orthographiques et grammaticales. Vous m'étonnez. Ce n'est pas étonnant, pendant des décennies, ces 2 disciplines, orthographe et grammaire, ont été négligées à l'école primaire, au collège. Trop difficiles, trop rébarbatifs, les cours de grammaire, mais les aplanir les difficultés, est-ce rendre service aux élèves? La transmission de la langue française est essentielle, la pensée passe par le langage, on ne le dira jamais assez. Comment penser si on ne maîtrise pas la syntaxe et toutes les relations logiques qu'elle met en jeu, cause, conséquence, opposition, condition, etc. Et donc, on constate que la patience, le sens de l'effort ne sont plus à la mode. Il convient de réapprendre le français aux élèves dès l'école primaire et de poursuivre assidûment cet apprentissage dans les classes de collège. Les difficultés sont formatrices, elles font partie de la vie. Pourquoi a-t-on voulu nier l'importance de l'effort? Donc, résultat des courses, je cite toujours, de nombreux élèves qui arrivent au lycée ne savent pas bien rédiger, ne connaissent pas les subtilités de la langue française. Comment peuvent-ils mener à bien des études alors que la grammaire et l'orthographe ne sont plus enseignées au lycée? On suit toujours la même logique, n'est-ce pas? Mais oui, mais Manu, aujourd'hui, quand tu vois qu'au collège, ils commencent à enlever les notes et à mettre des couleurs, moi je rigole avec mon fils, j'ai dit j'espère que quand tu passeras le bac, si toutefois tu passeras un bac, tu n'auras pas un bac bleu ou que ta moyenne, ça sera pas... je lui ai dit de demander à sa prof principale, parce qu'ils ont parlé, hein, parce qu'ils commencent déjà à avoir des sujets de couleur, quelle serait la note qu'il y aurait entre bleu et vert, savoir s'ils prendraient des tubes de gouache pour les mélanger entre elles et avoir la bonne couleur de la moyenne. Enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui on en est là, réapprendre la grammaire, ça ne m'étonne strictement pas. Mmh. Quand tu vois comment on détruit la façon d'apprentissage, les méthodes d'apprentissage des langues, c'est... Voilà. Je vous laisserai également découvrir islamo-gauchisme à l'université de Lorraine. Ouais. Je vous laisserai découvrir ça. Et puis, je vais passer sur un autre domaine, comme ça on va finir, parce que ça a été quand même une sacrée revue de presse, hein. C'est un beau format, ouais, ouais. C'est un beau format, on est d'accord. Nous allons passer directement à l'informatique et les tutoriels. Basta nous dit, je cite toujours, jetez votre box, connectez-vous à l'Internet associatif. Intéressant puisque les attaques contre la neutralité du net se font de plus en plus pressantes, que les révélations sur la surveillance du réseau se succèdent, il est temps de redécouvrir une autre manière de se connecter à Internet, passer de consommateur chez Orange ou Free à adhérent d'un fournisseur d'accès à Internet, FAI associatif, c'est possible. Mode d'emploi. Je vous laisserai découvrir le mode d'emploi. Mais c'est sympathique, ils expliquent tout ça. Reste à savoir maintenant ce qu'il y a derrière ce FAI. Parfois, c'est toujours intéressant d'aller voir d'abord ce qui se passe derrière tout ça. Eh ben, c'est exactement ce que j'étais en train de faire parce que
Ça me paraît assez étrange. Quel est le fonctionnement d'hébergement de cette chose-là, en fait? Alors, la fédération FDN s'est donnée pour mission d'accompagner les personnes qui souhaitent créer leur propre fournisseur d'accès à Internet, FAI. La démarche n'a rien d'infranchissable. Il suffit de créer une association, de la déclarer à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, faire quelques configurations techniques et évidemment disposer d'un peu de temps. Un wikimode d'emploi est disponible sur le site de la fédération. Celle-ci propose également un soutien pour les formalités administratives. L'association French Data Network peut aussi donner un coup de main en hébergeant le nouveau FAI sur son réseau le temps qu'il dispose de suffisamment d'abonnés pour devenir autonome. Je cite toujours, l'idéal est de disposer au départ de quelques milliers d'euros et d'une cinquantaine à une centaine d'abonnés potentiels, précise Benjamin Bayard. Alors, je pense qu'il faudrait aller regarder un peu, s'intéresser, on va dire s'intéresser. Une chose est sûre, c'est que je pense que ça va passer par tu sais, la connectique du téléphone filaire à la base, et que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour être supprimé dans les quelques années, hein, cette connectique-là. Mhm. Donc à vérifier, ouais. Bon, sinon, l'idée en elle-même, de loin, comme ça a l'air plutôt intéressant. Euh, voilà, ça a l'air plutôt intéressant. Si on peut se passer effectivement des fournisseurs d'accès, je dirais, une fois que tu as vérifié ce qui se profilait derrière et que ça n'ait pas l'air étrange, oui. L'idée est bonne. Alors, je vais finir avec une chose et une un peu plus légère. On va finir quand même avec quelque chose d'un petit peu plus léger quand même sur la fin, hein. Les Braids Info indiquent, je cite, les robots domestiques s'apprêtent à envahir nos foyers, les amis. Bah, écoute, hein, s'ils font le ménage, à manger, tout ça à notre place, pourquoi pas, hein, s'ils lavent le Alors, linge, qu'ils le mettent dans la machine. il vous reconnaît, joue avec les enfants, tient compagnie et surveillerait la maison en votre absence. Il, c'est le robot domestique ou robot de compagnie qui s'apprête à envahir nos foyers. Si on veut faciliter l'interaction entre les humains et les machines, il faut créer de l'empathie. Quand même merveilleux, on va créer de l'empathie avec des machines. Écoute, c'est marrant. Jusque-là, c'est marrant. Tu sais, quand on était petit, on voulait des robots à Noël. Donc là, faut voir ce qu'il va faire, le truc, hein. Alors, il espère en vendre 500 000 en 5 ans à raison de 1 290 € pièce. En Europe, nous n'aimons pas les robots humanoïdes, alors il faut qu'ils soient petits, il faut donc qu'ils soient cute, mignons. Et donc c'est l'organisatrice d'InRobot qui s'exprime. Donc j'ai cité, donc fin de citation. Les proches, pour s'assurer, va demander est-ce que vous avez bien mangé, donc c'est pour les personnes dépendantes. Est-ce que vous avez pris vos médicaments? Il va rappeler qu'il faut boire. En attendant le lancement demain de robots nettement plus perfectionnés façon Real Humans. Voilà. Bah, j'aimerais bien réagir parce que on est toujours en train de critiquer ce qui se passe dans le monde, et à juste titre. Euh, c'est l'utilisation qu'on fait des choses qui est gênante. La robotisation, qu'il soit humanoïde Eh oui. ou n'importe, c'est pas ça qui est gênant. Si on avait une robotisation qui permettrait à l'homme d'arrêter de travailler, qui permettrait à l'homme les tâches compliquées, les tâches dures, écoute, je trouve que ça serait plutôt louable si on rentrait dans une société robotisée au service de l'homme, ce serait plutôt louable. Si c'était réellement au service de l'homme, ça serait très louable. On n'aurait pas besoin de travailler demain. Je ne parle pas des entreprises de services où il y a besoin d'une intelligence autre que de répéter des choses bêtement ou d'avoir un programme binaire.
Mais sur le principe, je suis pas contre moi la robotisation. Je suis pas contre qu'elle soit humanoïde ou pas, on s'en fout. C'est pas réellement le problème. C'est la façon dont on veut utiliser ça. Si on a des robots qui étaient uniquement au service, et là pour soulager, ça fait des années qu'en fait, il y a des robots qui sont des robots docteurs, en fait, je sais plus si c'était au Japon. Euh, Pourquoi pas au service de la dépendance, pourquoi pas. Moi, ça, c'est pas un sujet qui me gêne réellement. Euh, alors après, je sais que je peux m'attirer des foudres de gens derrière qui font ouais, mais Neom, tout ça. On n'en est pas là. Pour moi, c'est la robotisation bien utilisée, c'est comme l'argent bien utilisé. Il y a rien de mal. Après, c'est à nous d'encadrer à un moment l'utilisation que se fait. Si j'ai un truc comme ça à un moment à la maison, à côté, j'aurais ma baramine en fer au cas où le truc il se mettrait à péter un plomb, quoi. Mais ouais, bon, c'était la petite note d'humour sur le sujet du robot humanoïde dans la maison. Et comme le souligne Z, ça éviterait de se taper la nounou et de rassurer. Non, c'était la phase d'humour belge, c'est l'humour belge que peut avoir Z sur. Je suis pas contre la robotisation, voilà. On va finir par quelque chose T'as vu les Z, qui hein, j'ai fait ta va petite un dédicace. petit peu plus léger. Pour ceux qui cherchaient du travail cet été. Alors malheureusement, la date est un petit peu dépassée, je suis absolument navrée. Il y avait quand même quelque chose à arrêter tout. La famille royale britannique vous propose le job de rêve. Et oui, vous ne rêvez pas. Buckingham Palace, parmi les postes en lice, celui de commis de cuisine semble ouvert à tous, ou presque, puisqu'il s'agit de maîtriser la langue de Shakespeare pour être éligible. En effet, aucune expérience préalable dans le milieu culinaire n'est requise, fait assez rare aujourd'hui quand on recherche un emploi. Et alors, pour vous faire sourire, donc c'était jusqu'au 24 août, je suis désolée, mais bon, il y avait quand même une paye qui était ce qu'elle est. Mais voilà, il y avait Buckingham Palace proposait du travail. Eh bien, Voilà, eh bien, eh bien. on arrive au terme de cette revue de presse. Je te remercie infiniment. Je remercie en tout cas Alix qui a dû nous quitter parce qu'il avait un live qui démarrait. Et je remercie surtout Nico pour tous Bah, tous ces ces réactions enfin. commentaires. Bon, à la fin, j'étais Parce que plus oui sur c'était des réactions avec des commentaires un peu plus légers parce que bon, ça frise le ridicule. Aujourd'hui, plus ça va, plus l'information tombe quand même dans une phase de ridicule qui mérite quasiment même plus de se commenter, mais de s'apprécier tels qu'ils sont déjà relayés. Donc, voilà pourquoi en fait je me suis juste permis d'éluder certains points de la fin de la revue de presse, mais que tu as bien fait en tout cas de rappeler des éléments qui sont forts. Moi, celui que je vais retenir et je vais garder, sur lequel j'aimerais qu'on travaille peut-être un peu plus en fond, c'est quand même celui de l'euthanasie en Belgique, parce que voilà, il y a quand même des éléments qui sont très très marquants dans cette revue de presse que tu as. Et je te remercie en tout cas, toi aussi pour toute cette attention que tu poses et que tu portes pour préparer ces revues de presse. Alors effectivement, il a été long parce que c'était 1 mois et demi de revue de presse. Le prochain n'aura qu'un mois, donc sera beaucoup plus court. Mais là, effectivement, c'était un petit peu long et je vous remercie en tout cas pour votre attention et pour tous les commentaires. Je vous remercie en tout cas pour tout ça. En tout cas, à tout bientôt parce que il y a la, on continue de toute façon les informations et on essaye de décrypter un petit peu ce qui peut l'être pour éviter de passer à côté de l'essentiel. Et on passera pas à côté de l'essentiel avec Manu ni Alix, hein, je pense.